Place au débat dans notre grand JT. Entre l'affaire Benalla et la crise des Gilets jaunes, les derniers mois ont été très compliqués. Ce n'est pas un secret pour l'exécutif, pas un jour de répit pour Emmanuel Macron. Et pourtant, le président de la République semble retrouver son souffle, son allant avec le grand débat national. Le chef de l'État a bien retrouvé son souffle face à sa meilleure ennemie, Marine Le Pen. Tiens, ça tombe bien, regardez, les deux personnalités politiques se sont vues aujourd'hui du côté de l'Élysée. Emmanuel Macron est-il revenu dans le jeu? On en parle avec Geoffrey Bollet. Bonsoir, directeur de cabinet de Florent Philippot chez les Patriotes, conseiller régional Île-de-France. Bonsoir, Sarah Ellery. Merci d'être avec nous, députée de Loire-Atlantique, porte-parole du MoDem. Et Benjamin Lucas est avec nous. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de Génération Macron. Dans les chiffres, la remontée, on en parle tout de suite avec Adrien Denis. À l'Élysée, le bal des entretiens continue. Un à un, Emmanuel Macron reçoit tous les chefs de groupes politiques, y compris ses principaux opposants. Face à Marine Le Pen cet après-midi, le président affiche un large sourire, celui des sondages qui remontent. 34% d'opinion favorable en février, plus 6 points en un mois. De quoi redonner des couleurs à une popularité qui était tombée bien bas. À la sortie de l'été, la popularité d'Emmanuel Macron dégringole, affaibli par l'affaire Benalla. Mais arrêtez de vous exciter comme ça sur cette affaire. Et la démission de Nicolas Hulot. Les mois passent et les mauvaises nouvelles s'accumulent. Gérard Collomb quitte le navire et à l'automne, dans les rues, se met à souffler un vent de colère. En difficulté, dépassé par le mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron voit sa cote de popularité plonger. 23% d'opinion favorable en décembre. Le maître des horloges va alors tenter de jouer la montre et annonce un grand débat national. C'est un débat sans précédent. Vous y aurez votre part. Le président se retrousse les manches et se lance dans ce qu'il aime le plus, le débat. Une stratégie payante. En janvier, sa cote de popularité gagne 5 points. Aujourd'hui, elle retrouve même son niveau d'avant la crise des Gilets jaunes. Voilà, 34% en février, ça fait plus 6. Emmanuel Macron, ça y est, revenu dans le jeu? Moi, je pense qu'il n'a jamais quitté le jeu. Vous n'avez jamais douté? Non. Quand il est descendu à 23, vous n'êtes pas dit... Pour être honnête, quand ça baisse, en général, je décide de ne pas commenter, mais quand ça va augmenter, il faut être dans la même ligne. Je ne commente pas l'augmentation. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un recentrage, qu'il est pleinement au travail, et que finalement, même les décisions qu'on a pu prendre... On peut le dire, c'est spectaculaire, on peut le dire. Et du coup, ça commence à payer, donc les gens le ressentent, et ça reprend. Mais c'est aussi, je pense, un moment important qu'on est en train de vivre dans notre pays. Ça débat, ça discute, ça est en train de créer, et finalement, les Français, ils aiment la politique, et donc je pense que c'est ce vent-là qui est aujourd'hui en train de faire respirer nos territoires. C'est plutôt ça qu'autre chose. Benjamin Lucas, il est revenu dans le jeu, le président de la République? Sans trompe-l'œil, ces chiffres, ça y est? Si j'avais envie de faire une boutade, je dirais qu'il devrait d'abord se soucier de sa popularité au sein de sa majorité. On a vu hier 50 parlementaires qui se sont abstenus sur la loi dite anti-casseurs. On voit aujourd'hui le dernier parlementaire écologiste de la majorité qui s'en va, etc. Donc il a d'autres difficultés qui l'attendent. Ce sont des courbes, elles montent, elles baissent, etc. Ce qui compte en démocratie, c'est le suffrage populaire. On verra, il y a des élections qui arrivent, il y en aura d'autres après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les forces d'opposition, et pour ce qui me concerne celle de gauche, sont en capacité de présenter une alternative, parce que 34%, ça reste très faible, la popularité d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui... Mais on regarde sur les courbes, on voit que ça remonte. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Français qui est plus heureux dans sa vie quotidienne qu'avant l'élection d'Emmanuel Macron. Même, c'est souvent le contraire, on le voit, et on le sent, la colère, elle est toujours là, et la désespérance de... En gros, c'est quoi, vous dites qu'il était tellement bas que c'est pas... Oui, à un moment donné, il ne pouvait plus descendre plus bas, il faut quand même lui laisser un peu de... C'est pas ce qu'on lui prédisait. Ouais. Geoffrey Bollet. Oui, non, mais après, il faut être honnête. Je pense que la courbe des sondages Emmanuel Macron n'intéresse pas beaucoup les Français qui ont beaucoup plus de soucis. La courbe du sondage, par exemple, des sondages du chômage, qui, elle, reste désespérément élevée, chômage de masse, stable. Là, on voudrait une baisse sensible, une baisse forte, et elle n'existe pas. Et c'est ça qui préoccupe les Français, je pense, aujourd'hui. Maintenant, Emmanuel Macron, il a un léger frémissement sondagier. Il faut dire qu'il y a quand même un matraquage médiatique. Il n'y a pas un effet grand débat national assez conséquent. Aussi, un effet grand débat, mais sous forme de matraquage. Mais parce que regarde, quand on cumule les heures d'antenne, parce que à chaque fois ces débats sont rediffusés entièrement, que vous avez des éditorialistes qui en permanence vous expliquent qu'il est bon, qu'il est formidable. On peut diffuser c'est 6 heures d'antenne, et s'il n'est pas bon, s'il ne convainc pas, il remonte pas. C'est un bruit, mais moi je ne pense pas du tout qu'il soit bon. Et je pense que vous avez bien donné le contexte politique qui n'a pas changé. Les Français sont toujours insatisfaits, notamment les Gilets jaunes. L'affaire Benalla n'est pas finie, et ces petites phrases à Macron continuent d'irriter l'opinion. Donc je pense que c'est vraiment une illusion, ce chiffre.
mais qui a peut-être une explication très rationnelle dans la diffusion médiatique. Et d'ailleurs, sur ce point... Le plus 6, je crois que c'est notamment sur son aile droite, je crois. Nous, au Patriote, grappille sur vos terres. Au Patriote, avec Florent Philippot, on voudrait que justement ce temps de parole qui est donné au pouvoir, on a entendu hier dans un débat, c'était le 3 février, Madame Buzyn qui a dit je souhaite que la République En Marche arrive en tête des élections européennes. Donc on voit bien qu'ils se servent de ce grand débat pour les élections. Et donc nous demandons très officiellement que le temps de parole et les moyens affectés au grand débat soient réaffectés sur les comptes de campagne de la République En Marche. Ça serait juste. La réalité, c'est quoi? Mais oui, non, mais la réalité, c'est quoi? Là, j'entends des discours très rodés, très éléments de langage. Mais si, mais je veux dire, c'est pas le sujet. Je ne les ai pas inventés, les propos de Madame Buzyn, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Je les ai pas inventés. On voit une situation, on a vécu un moment de crise. Notre pays a crié une colère le 17 novembre dernier. Il y a eu, le 17 novembre dernier, une colère. Et vous en tirez quelles conséquences? Eh bien, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été tranchées. Dès le mois de décembre, il y a eu un saisissement de l'Assemblée nationale, des décisions d'urgence. Il y a eu un moment historique qui a été décidé, c'est-à-dire ouvrir ce grand débat sous une forme inédite dans notre histoire. Et finalement, ce que je vois... électoral pour Emmanuel Macron, tout simplement. Mais c'est ce que vous il n'est plus avez question envie des gilets jaunes, mais non, c'est la vérité. Regardez, c'est même le thème du débat ce soir. Dans les sondages, comme s'il y avait un enjeu autour de cela. Je participe toutes les semaines sur mon territoire à des grands débats et je peux vous dire que les Français et les gilets jaunes sont présents pour proposer des sujets. Il faut démystifier, ils sont en grande partie vides. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de maires qui ont constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Même Emmanuel Macron l'a vu ces dernières images, il y avait des chaises vides. Donc soit c'est que les gens ne sont pas intéressés, soit c'est que le public est sélectionné. C'est faux, il est ni sélectionné les images. Et c'est pas vrai, puisque les réunions sont publiques, elles sont transparentes et elles sont ouvertes. Il n'y a personne. Mais c'est ce que vous avez envie de dire. Vous voyez justement, je disais qu'il fallait une alternative de gauche, c'est pour éviter ce match-là qui est stérile, qui ne propose, qui ne porte aucune solution, etc. entre la droite macroniste et l'extrême droite. Je suis au modèle, moi je me sens. Ce qui me fait dire, c'est important, on n'insulte pas les gens comme ça. Justement, ce qui me fait dire, vous avez dit quelque chose de très juste, comme très souvent, en disant c'est parce qu'il récupère sur sa droite. Mais c'est ça, Emmanuel Macron, de toute façon, depuis son élection, c'est le volet sécuritaire. Suppression de l'ISF, des lois sécuritaires, c'est pas moi qui le dis, c'est Charles de Courson, député centriste, lui aussi qui n'est pas connu pour être un anarchiste, qui dit qu'elles sont très dangereuses et qui fait des parallèles avec Vichy, etc. Donc on voit, oui, effectivement, Emmanuel Macron, il donne des gages à la droite dure, voire même à la droite radicale, quand on voit la politique migratoire sur l'Aquarius, quand on voit les violences policières, quand on voit la répression. Je vous ai laissé parler jusqu'au bout, j'en aurai pas pour très longtemps, simplement pour dire cela, c'est qu'en fait, oui, effectivement, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il fusionne toutes les droites et il fait la synthèse de toutes les droites. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment demain, on défend dans ce pays une alternative européenne, écologiste, sociale, démocratique, qui justement apportera des solutions concrètes à la vie de nos concitoyens, plus intéressantes que de savoir si on passe 6 heures, les chemises relevées. Parce que par ailleurs, des gens qui passent 6 heures à parler devant d'autres, ça s'appelle les profs. On n'en fait pas des émissions à chaque fois. Donc voilà, donc il n'y a pas de quoi non plus. C'est un effet. On verra à la fin de l'histoire comment les Français jugeront Emmanuel Macron. Et j'aimerais attirer votre attention sur un autre sondage. On a commencé avec un sondage. En voici un autre, un sondage IFOP exclusif pour Marianne qui précise que si l'élection présidentielle avait lieu dimanche, regardez ces chiffres pour le premier tour, ça ferait 30% pour Emmanuel Macron premier tour, 27% pour Marine Le Pen. Et regardez le reste de l'opposition, 12, 8, 6. J'ai envie de vous dire, mais où est la gauche, où est la droite? Mais c'est pour ça que moi je consacre beaucoup de mon temps et de mon énergie militante, politique, à essayer de reconstruire la gauche et l'écologie qui est sortie en lambeaux du quinquennat de François Hollande, c'est vrai, c'est pas la peine de le dire. Benjamin Leclerc, Emmanuel Macron a fait des chiffres, ce ne sont que des projections, mais c'est quand même inquiétant pour le PS et aussi pour les Républicains. C'est pour ça que tous les jours je me bats pour convaincre, pour apporter des solutions, et je pense que le projet politique que nous portons à gauche est majoritaire dans l'opinion. Simplement, nous ne savons pas aujourd'hui l'exprimer. Il faudra notamment que dans les élections européennes, nous trouvions le moyen de nous rassembler. Cette bipolarisation, cette stratégie qui est emmenée par Emmanuel Macron, qui est très clair, c'est-à-dire Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Ce sont des alliés objectifs aujourd'hui. Ça marche. Oui, écoutez, ça marche dans les sondages. Ça marche dans les sondages. Moi, je vous le dis, on verra à la fin de l'histoire. Et justement, c'est pour ça, quand on est un militant politique, on l'est pour convaincre, pour créer des dynamiques, pour aller convaincre ceux qui aujourd'hui hésitent, etc. Moi, je comprends qu'aujourd'hui, les citoyens à gauche soient désespérés par le spectacle que nous pouvons souvent leur offrir, par nos divisions, par notre capacité collective à apporter. Vous êtes désarmé aujourd'hui ? Moi, je crois, et c'est pour ça que nous avons créé avec Benoît Hamon Génération, c'est qu'il faut apporter des solutions nouvelles. Et que la gauche ne peut se reconstruire que sur les solutions nouvelles, sur l'écologie, sur la justice sociale, sur l'ordre. Mais vous verrez, les salles sont pleines, vous verrez, ça imprimera. Et vous verrez aux élections européennes, ça imprimera, il y aura des surprises. J'en fais le pari sur votre plateau. Je ne vois pas ce qui va imprimer, parce que là, vous n'avez rien dit. Vous dites des solutions nouvelles. Nous,
des solutions nouvelles, on en a. Par exemple, on propose le Frexit. Et vous parliez de sondage. C'est pas nouveau. Hein. Vous parliez de le repli nationaliste, c'est pas nouveau. Le Frexit, c'est pas nouveau. Laissez parler vos adversaires. D'accord, il y a pas de je propose pas de solution nouvelle. Vous ne proposez rien, mais c'est pas grave. Laissez-moi proposer quelque chose. Par exemple, on évoquait un sondage. Et les sondages présidentiels, objectivement, où on rejoue l'élection avec les mêmes candidats, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, puisqu'on parlait de fond et de sondage, il y a un sondage IFOP qui est sorti cette fois pour Valeurs Actuelles et qui montre que sur la sortie de l'Union européenne, alors qu'il n'y a eu aucun débat, 40% des Français, s'ils étaient consultés par référendum, se prononceraient pour. Et nous, les patriotes, on est la seule force politique qui se présentera aux élections européennes avec des députés européens sortants, à porter cette solution. Et là, on est sur du fond, parce que là, on est vraiment sur quel modèle nous voulons, et pas que simplement sur des petits aspects. C'est quel modèle économique, social, démocratique. Rappelez-moi avec qui ils ont été élus, vos députés sortants. Qu'est-ce que vous faire? Non, parce que vous disiez pas l'extrême droite. Et depuis un an, qu'est-ce qui se passe? On a créé les Patriotes. Et si vous aviez entendu, monsieur, si vous aviez très bien entendu et bien suivi la politique française, Marine Le Pen a complètement changé d'opinion politique, notamment sur l'Europe, puisque désormais, comme M. Hamon et comme M. Macron, elle propose une autre Europe. Donc vous voyez, vous rejoignez l'extrême droite aujourd'hui du côté. Manifestement, vous avez les mêmes slogans, une autre Europe. Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, même combat, une autre Europe. Tous les partis proposent ça depuis 40 ans. Nous, c'est très clair. On veut sortir de l'Union européenne pour plus de démocratie, de prospérité avec les patriotes. Sarah El Haïry, je vous donne la parole dans un instant. J'aimerais écouter, juste avant cela, Marine Le Pen. Je lui ai indiqué qu'il me semblait que la dissolution apparaissait le meilleur moyen pour que chacun puisse non seulement s'exprimer dans le cadre d'élections législatives, donc débattre à nouveau dans des conditions qui sont des conditions respectueuses de nos institutions, de la politique fiscale, de la politique sociale à mettre en œuvre, mais également de sujets aussi importants que l'immigration, que la souveraineté, que la désertification de nos territoires, pour pouvoir aboutir à une Assemblée nationale qui soit enfin représentative et dans laquelle enfin les débats, véritablement, les préoccupations des Français pourraient être exprimées. Sarah El Haïry, on se dirige vers une roulette russe pour le second tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron, donc, qui prend ce pari risqué et qui fait cette stratégie très claire face à Marine Le Pen, 56-44. Il n'y a aucune stratégie. La réalité, elle est simple. On a vu les deux personnes sur le plateau aujourd'hui se discuter, se charper. Mais la réalité, elle est simple, on est d'accord, hein, mais elle est risquée. Ce n'est pas une stratégie. Il se passe quoi? Il se passe qu'on prend nos responsabilités et il n'y a pas de dogme. Finalement, on prend les décisions comme il le faut pour répondre aux problèmes des Français. Et pour y répondre, ce n'est pas des stratégies de gauche ou de droite, c'est ce qui est pragmatique et de bon sens. Une stratégie en même temps? Et finalement, eh bien oui, c'est le en même temps. C'est le en même temps qui fait avancer, qui permet de, comment dire, chercher la bonne réponse au bon moment et à la recherche de l'intérêt général avant tout. Je vous taquine, mais ça marcherait, hein, parce que vous feriez plus 6 au premier tour. Mais c'est même pas... Là, c'est des sondages, c'est des simulations. On est bien d'accord. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut apporter des réponses et sortir des dogmes. Les Français, ils en avaient marre de dire c'est de droite, c'est de gauche, et finalement, parce que c'est de droite et que ça a été voté et que la gauche a gagné, je vais défaire. Non, ça c'est fini. Aujourd'hui, on cherche quoi? On cherche des lois, on cherche des arbitrages qui sont justes, qui changent le quotidien des Français et qui répondent aux problèmes de notre pays. Et c'est ça la vraie stratégie. C'est une stratégie pragmatique. J'ai l'impression que vous avez convaincu Benjamin Lucas. Non, pas du tout. On pourrait faire liste, mais non, mais je vais jouer le jeu de vos sondages et donner du crédit au dernier que vous venez de donner, qui dit 56 Macron, 44 Le Pen en cas de second tour de l'élection présidentielle. Ouais. Il a été élu pourquoi, Emmanuel Macron, madame? Il a été élu pour une seule raison, pour faire barrage à Marine Le Pen, Madame Le Pen, pour faire barrage à l'extrême droite, par des citoyens qui, comme moi, disaient face à l'extrême droite, n'importe quel bulletin, on s'en saisit, on vote, on fait barrage à l'extrême droite. C'est ce qui a donné le score très important qui lui a permis d'être élu et la majorité qu'il a constituée ensuite, dont vous êtes une des représentantes. Et aujourd'hui, quel échec! Mais quel échec! On passe de 65-35 à 56-44, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, par la politique qu'il mène, en réalité, il renforce Marine Le Pen, il renforce l'extrême droite. Quand il n'est pas à la hauteur de l'histoire sur l'Aquarius, quand il fait la loi Asile et immigration de Gérard Collomb, qui est la plus brutale et la plus répressive depuis 1945, quand il fait la loi anti-casseurs, quand il lit les questions migratoires à propos de la crise des Gilets jaunes dans ses allocutions, etc. Quand on voit bien, en fait, Emmanuel Macron, il est là en train de renforcer l'extrême droite dans ce pays. Il n'est pas, et on le verra dans l'élection européenne, il n'est pas un rempart efficace face à Marine Le Pen et à ses alliés européens. C'est ça aujourd'hui l'échec le plus patent qui est le vôtre. C'est que l'extrême droite, elle progresse dans les esprits, elle progresse dans les urnes, grâce à vous, ou à cause de vous, si je puis dire. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, votre candidat, puisque vous avez porté un programme, aujourd'hui, si l'élection a été refaite, il est à 6%. Le projet qui a été porté au premier tour, c'est un président de la République. Le président actuel, Emmanuel Macron, était au premier tour
de l'élection présidentielle au premier tour. On verra à l'élection européenne, madame, la vérité des urnes. Et aujourd'hui, quand vous dites, oui, finalement, vous avez été élu que pour. Oui, il y a un front républicain dans notre pays, et j'en suis fière. Et sauf que l'autre face, c'était quoi? Les élections législatives. Et les Français ont fait confiance au président de la République et lui ont donné mandat en permettant d'avoir une assemblée nationale majoritaire. Je n'ai pas dit le contraire, madame. Et c'est pour ça, et je vais au bout, et c'est pour ça qu'il ne faut pas venir agiter. Là, l'opposition, c'est pas de notre responsabilité, c'est à vous de vous organiser. J'ai envie de dire, c'est quand même le comble. C'est pas à la majorité d'accompagner l'opposition dans sa construction. Nous travaillons, nous faisons que les transformations se font et permettent aux Français de mieux vivre. Et vous aidez Mme Le Pen à progresser. Pas du tout. Ça, c'est vous, dans votre travail, de vous écharper au lieu de proposer. Et débattre. Geoffrey Bollé, est-ce qu'il y a la place On dirait un débat d'il y a 10 ans où on fait barrage de l'extrême droite. Est-ce qu'il y a la place de droite, votre positionnement chez les patriotes? Est-ce qu'il y a encore de la place pour votre mouvement? On a vu qu'à droite c'était très serré. Je vous dis encore, je me base sur ce. Et c'est pour ça que moi je reviens sur ce fameux sondage. Je vous disais que 40% des Français seraient pour le Frexit. Nous, notre espace politique, il est là. Ouais. Et moi je pense qu'à la limite, l'une des vertus d'En Marche, quand on disait en même temps le et droite et gauche, c'est vrai qu'il a fait la synthèse de la droite et de la gauche, à mon sens le pire de la droite et le pire de la gauche. Mais nous on est un peu dans une logique similaire, mais en miroir, où nous on prend le meilleur de la droite et de la gauche. Et évidemment maintenant on est sur des thématiques totalement transcourantes. Je pense, monsieur, vous avez vraiment des vieilles lunettes à l'ancienne. Je suis de gauche, madame est de droite. Oui, mais du tout, je me non, mais vous ne l'êtes pas, je vous rassure, mais c'est ce qu'il a dit. Et puis, l'extrême droite, il faut lui faire barrage. C'est fini, ça. C'est vraiment fini. Il y a un nouveau monde politique, il y a des enjeux qui dépassent tout ça. C'est fini, la question européenne est centrale et elle est encore une fois, c'est une projection. Et il faut s'adapter à cette. C'est clairement ce qui va se reproduire quand on voit cette projection. Oui, mais là, je vous ai dit, ce sondage, on refait une présidentielle avec les mêmes candidats, c'est pas crédible. On ne sait même pas qui sera candidat la prochaine fois. On ne sait pas si ce sera Monsieur Macron. Mais on ne sait pas. On n'a pas les bons candidats, vous pensez? Mais quand on voit en plus. Avec un Jean-Luc Mélenchon à 12%, un Laurent Wauquiez à 8%, c'est les mêmes candidats. Un Dupont-Aignan à 6%. On ne sait pas qui sera candidat dans 4 ans. Geoffrey Bollé? Vous êtes gentil. Florian Philippot. Bah, écoutez, j'espère pour vous et pour votre mouvement. Une dernière chose, peut-être pour conclure. Je veux dire, le plus important, c'est pas de voir qui sera candidat ou pas la prochaine fois, c'est comment on change aujourd'hui le présent et comment finalement à l'Assemblée, les parlementaires prennent leurs responsabilités et votent les lois quand elles sont utiles. Et c'est bien ça la réalité. Parce que le projet d'Emmanuel Macron, c'était quoi? C'était utile de supprimer l'ISF, madame? Oui. C'était utile la loi anti-casseurs? C'était utile de baisser de 5 € les APL? Je vais vous dire pourquoi c'était utile la loi anti-casseurs. Parce que je viens d'une ville qui s'appelle Nantes. Et depuis 4 ans, il n'y a pas une manifestation qui ne dégénère pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a des casseurs, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus manifester en paix. Et cette loi, c'est quoi? Et vous allez les arrêter en mettant en cause les libertés fondamentales? Cette loi, elle permet de garantir les manifestations en permettant de cibler effectivement les casseurs. Voilà la réalité. Quand vous arrivez cagoulé avec des boules de pétanque dans votre sac à dos, ce n'est pas pour manifester en paix. Je défends le droit de manifester. Je suis foncièrement républicaine et l'ordre républicain est nécessaire pour garantir les libertés. Et la liberté, c'est quoi? C'est de ne pas interdire les manifestations, c'est permettre qu'elles se passent et permettre à tout le monde d'y être, les enfants, les familles. Je viens d'une tradition d'engagement syndical. Et dans le syndicalisme, on manifeste sans violence. Aujourd'hui, ce sont des black blocs. Personne, madame, ici ne soutient la violence. Ce sont aujourd'hui des black blocs qui infiltrent et c'est eux qu'il faut cibler. Et quand aujourd'hui, l'article 2 dit quoi? L'article 2, il dit une chose très simple. Vous pouvez recevoir une notification, mais vous pouvez aller voir un juge pour dire je ne suis pas d'accord et c'est ça la liberté, c'est pouvoir contester. Votre propre corps s'en inquiète. Avancer un petit peu et parler de cette Cour des comptes qui a remis son rapport annuel, qui a mis clairement la pression sur le gouvernement. On se souvient qu'Emmanuel Macron a cédé, décide de relâcher la contrainte budgétaire en raison de la crise des Gilets jaunes. 11 milliards d'euros effectivement de mesures. Les Gilets jaunes ont-ils été trop gâtés? On en parle dans un instant. À tout de suite. Priorité au direct, vous découvrez Jean-Luc Mélenchon dans la cour du palais présidentiel. Il vient de rencontrer Emmanuel Macron. On va l'écouter. Emmanuel Macron qui, je vous précise, a rencontré plusieurs présidents de partis aujourd'hui, à l'image de Marine Le Pen ou encore du leader de la France Insoumise. On va l'écouter, c'est en direct. Vous voulez que je fasse? Vous voulez que je parle là? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous retenez de cet entretien avec le président de la République? Mais on s'est expliqué franchement sur les sujets qui pour le moment nous séparent. J'ai voulu attirer son attention, comme c'est mon devoir, sur le niveau de violence de la répression. Je pars de l'idée que des fois, quand on est au sommet de l'État, on ne mesure peut-être pas sur le plan humain le désastre que c'est.
l'aspect, la violence de la répression physique, hein, les éborgnés, mais aussi l'aspect de la répression judiciaire, parce que tout de même, des milliers de gardes à vue, et puis 1 millier de personnes déjà condamnées, souvent de la prison ferme, en l'espace de 2 mois. Donc, il me semble que tout ça est totalement excessif, et de toute façon, ne change rien à la situation. Bon. Maintenant, je ne sais pas vous dire quel effet ce genre de plaidoyer fait sur le président. Comme c'est un homme assez affable, il donne le sentiment de s'intéresser à ce qu'on lui dit. Mais bon, je milite politiquement depuis assez longtemps pour savoir qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Voilà. Quant à la question du référendum, il m'a pas paru totalement déterminé à en organiser. Alors, ce qui est très surprenant, parce que j'avais lu dans la presse que ça avait l'air de le passionner, mais c'est pas le cas. Et deuxièmement, j'ai attiré son attention sur le fait que on ne met pas au référendum des questions à choix multiples. Ça n'existe pas dans le droit constitutionnel français. Donc, de toute façon, s'il a des réformes concernant l'organisation des pouvoirs publics, il faudra qu'il les passe sous forme de loi, fût-ce des lois successives. Et par conséquent, je ne vois pas pourquoi on utilise un procédé pareil. Mieux vaudrait faire un référendum pour convoquer une assemblée constituante. Bon, je ne pense pas l'avoir convaincu. Je crois qu'il ne se rend pas compte il me semble que les bricolages constitutionnels, on en est au 25e ou au 26e, ont perdu en crédibilité dans le pays. C'est-à-dire que quand vous les faites par petits morceaux, personne ne se sent représenté. Enfin, c'était mon devoir de lui expliquer que, voilà, au bout de 25 réformes de la Constitution sans consultation populaire, on pourrait imaginer que le peuple s'y mette lui-même. Bon, voilà. Après, on a parlé un peu et même beaucoup d'Europe. Je vous dirai pas tout, parce que c'est très long, hein. Finalement, on est resté un bon moment à parler, hein. Mais j'ai attiré son attention sur le fait que le traité qu'on appelait TSCG, le traité qu'on appelait Mercosur en plaisantant, hein, qui avait été négocié par Mme Merkel et M. Sarkozy, que ce traité était caduc. Et je suis surpris de voir que c'est la 3e fois que je le dis et que personne n'en tient compte, mais lui, si. Il a pris des notes, il a dit je vais vérifier ça tout de suite. Apparemment, on n'avait pas mentionné ce fait devant lui. La date limite était janvier 2018 pour transcrire dans le droit commun européen le contenu du traité. Ça n'a pas été fait. La proposition de la Commission a été rejetée par la Commission du Parlement européen. Donc aujourd'hui, le président de la République française n'a pas besoin de demander la sortie du traité de TSCG pour la raison qu'il est sorti tout seul. J'ai l'impression que ça l'a intéressé. Voilà. En tout cas, ma plus grande surprise aura été de voir que l'idée de la sortie des traités ne paraît pas si extravagante que ça. Donc j'avais bien raison. Voilà, le reste, bon, c'est une discussion comme on peut en avoir sur la place de la France dans le monde, sur plusieurs dossiers. J'ai abordé celui du Venezuela et celui de quelques autres, de la Syrie, voilà. Est-ce que la dissolution de l'Assemblée nationale, ça pourrait être une solution pour résoudre cette crise de la représentation ? Écoutez, moi j'ai pensé au début que c'était une solution parce que dans toutes les démocraties, c'est comme ça qu'on fait. Si on en est à organiser un grand débat, c'est bien la preuve que les institutions ne fonctionnent pas ou que la représentation politique n'est pas représentative d'une certaine manière. Ce sont des choses qui arrivent. Le reconnaître, ça n'est pas nier la démocratie, c'est le contraire, c'est la faire vivre. Par conséquent, on peut penser qu'en effet, la dissolution est une forme normale de fonctionnement de la démocratie. On dissout, mais pas pour le plaisir de dissoudre, pour précisément qu'il y ait un grand débat et que ça ne soit pas qu'un débat. Les gens n'ont pas tant que ça l'envie de débattre, on n'en est pas privé dans ce pays, ils ont envie de décider. Alors peut-être que la dernière fois, on n'a pas pu décider dans des bonnes conditions. La preuve, c'est qu'on en est là où on en est aujourd'hui. Et la gravité de la situation n'est pas du tout en recul. Les misères et les souffrances que les gens expriment n'ont pas reculé. Quelle que soit la qualité des intentions de ceux qui viennent débattre, ça ne change rien au contenu du frigo à la fin de la semaine. Donc la question de savoir comment on fait tourner ce pays, comment on relance son activité, comment on finance tout ça, c'est des grands débats qui
qui doivent être tranchés par des votes. Alors, regardez bien, le gouvernement a mis 5 sujets sur la table, ou 4, je ne sais plus, ou 3. Qu'est-ce qu'on a? La fiscalité, l'écologie et la citoyenneté. Tu dis, alors bon, c'est quand même des gros sujets. C'est pas une discussion dans un colloque qui règle un problème comme ça. Ça s'appelle la démocratie, c'est le vote des citoyens. Je crois que, voilà, si on voulait une sortie normale, si la France pouvait, à un moment donné, fonctionner comme un pays qui a un vieux pays démocratique, il fait comme ça. Quand ça fonctionne plus, le pouvoir pense qu'il est légitime, les gens qui protestent pensent qu'ils sont également légitimes, on tranche, on vote. La dissolution paraît plutôt comme une solution d'apaisement et de règlement des problèmes. Voilà. Mais enfin, c'est pas là-dessus que j'ai été consulté. Je donne mon avis parce que vous me posez une question. J'ai répondu sur l'Europe, parce que je voulais qu'on en parle, et puis sur les sujets que je viens d'aborder avec vous. Comment vous pourriez qualifier cet entretien? Constructif? Intéressant. Bon, vous voyez bien, le président a son caractère, moi le mien. Donc c'est pas une discussion où on se fait des concessions. C'est une discussion où on essaye de tenir son point de vue tout en restant courtois. Mais clairement, nous sommes assez profondément séparés en ce moment. Vous avez évoqué votre désaccord sur la situation au Venezuela notamment ? Oui, mais pas que. On a abordé plusieurs dossiers internationaux. Sur le Venezuela, moi je lui dis la seule chose qui vaille. Si on recommence au Venezuela ce qu'on a déjà raté, qu'on a fait de manière inconsidérée en Libye, en Irak et partout, on a essayé de renverser un pouvoir de force. On connaît la suite. Ça sera des guerres civiles, des tensions épouvantables. Bon. Le président dit qu'il a tracé une ligne rouge, on ne déstabilise pas. Fort bien, si on ne déstabilise pas, c'est qu'on vote. M. Maduro dit qu'il est d'accord pour qu'il y ait des élections législatives. Alors donc il devrait y avoir un moyen d'atterrir. Il y a une rencontre à Montevideo qui a lieu le 7. Les Français y seront. Donc je pense que si nous, les Français, on tient une position raisonnable, pas une position d'aligner sur les Nord-Américains, il doit y avoir moyen de trouver une sortie honorable pour tout le monde, et surtout une sortie sans violence. Parce que déclencher des guerres, c'est rien. Déclencher des violences, c'est très facile à faire. C'est après, pour rembobiner le film, c'est plus possible. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Libye. Donc allons pas faire ça en Amérique latine. C'est tout le continent qui finirait par exploser. Je ne sais pas si je l'ai convaincu, mais il a des collaborateurs qui connaissent bien la situation au Venezuela. Pour certains, mieux que moi. Parce qu'ils ont participé à une campagne électorale et pas moi. Donc je pense qu'il a les moyens d'être éclairé complètement sur la situation. C'est pas une bonne chose de reconnaître un aventurier qui se proclame président de la République, comme l'a fait ce monsieur là. Où on va si on fait ça? Demain, M. Drouet sera président de la République, non? Si on utilise des méthodes pareilles, une manif, et derrière on change le pouvoir. Voilà, on a abordé ce sujet-là, on a abordé d'autres. De toute façon, c'est une discussion intéressante parce que ça permet de suivre les affaires de l'État, de donner son point de vue, d'échanger, même quand on est, comme c'est le cas, c'est assez âprement séparés, mais c'est pas la guerre civile dans ce pays, on parle. Il faut qu'on parle. Voilà. Merci, monsieur Mélenchon. Pour le sentiment, c'était donc en direct depuis la cour de l'Élysée de Jean-Luc Mélenchon qui a rencontré pendant de nombreuses minutes le président de la République. Le président n'a pas semblé déterminé à organiser un référendum. Déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Rien de surprenant au final? Non, le sujet il était est-ce que le référendum devait avoir lieu le jour de l'élection européenne? Nous on est défavorable à ça pour une raison toute simple. La question européenne est... Il y a pas mal de rumeurs, c'est pour ça. Sûr, mais elle est trop importante. Il ne faut pas la préempter, il faut laisser le temps au temps. Il y a la question européenne, et c'est le 26 mai prochain. Et il y a la sortie du grand débat. Et comme on voit le nombre de sujets et l'importance de ce grand débat, le référendum, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Il doit y avoir, moi je pense, un temps démocratique, c'est vrai, mais il doit y avoir aussi des lois, peut-être des décrets, peut-être d'autres évolutions. Et ça se séquence. Je pense que, pour être honnête, la réponse, elle va être multiple, parce que c'est le fondement d'un nouveau pacte social, civique et environnemental. Et c'est pas en votant oui ou non, mais c'est plutôt une réponse plus large. Ce que cela m'inspire, il faudrait surtout créer de nouveaux outils institutionnels. Et quitte à faire un référendum, nous on voudrait faire un référendum sur le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Aux Patriotes, avec Franck Philippot, nous sommes favorables. Et là, vous redonnez, c'est un nouvel outil, un nouveau pouvoir au peuple, la capacité de décider lui-même
des sujets sur lesquels il fera des référendums et des projets de loi sur lesquels il veut faire un référendum sans passer par l'initiative du président de la République ou l'accord plus ou moins indirect du Parlement. Ça, c'est un nouvel outil et je pense que c'est ça maintenant qu'il faut mettre en place et créer. Le sujet démocratique. Mais si vous me dites que vous êtes pour le RIC, j'applaudis des deux mains, mais j'ai un gros doute compte tenu que le Premier ministre a dit que le RIC le hérisse, hein, avec le peu de cheveux qu'il a sur la tête. Vous savez, nous sommes en train de retravailler sur plusieurs sujets. Moi, je suis plutôt favorable. Je suis plutôt favorable monsieur à de vrais outils pour créer une démocratie directe à côté de la démocratie représentative. Alors, il y a eu le fond, il y a eu la forme, effectivement, pendant cette allocution, si je puis dire, de Jean-Luc Mélenchon. Benjamin Lucas, comment vous l'avez trouvé ? Celui qui est si pugnace d'habitude, on a l'impression qu'il est désabusé. C'est une posture Je ne suis pas un spécialiste de Jean-Luc Mélenchon. Si je peux réagir. Moi, d'abord, je suis ravi de ce que dit Jean-Luc Mélenchon sur ce qu'il a cru comprendre du président de la République. De ce que vous venez de dire, c'est que le gouvernement et la majorité est revenu à la raison, ne pas mélanger l'enjeu européen et un référendum. Et pour autant, il ne faut pas se servir de ça pour dire qu'il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas de consultation. J'ai d'ailleurs une suggestion très simple à vous faire. Nous étions ce matin avec Benoît Hamon à Creil, où la maternité va fermer. Faisons un référendum pour demander aux Français s'ils sont pour remettre en cause la suppression de 100 000 postes de fonctionnaires et donc la casse des services publics. Faisons un référendum pour demander aux Français de témoigner à nouveau leur attachement aux services publics que vous êtes en train de détruire avec la réforme ferroviaire, avec l'austérité que vous pratiquez, etc. Voilà des sujets qui pourraient faire en sorte que la sortie de ce grand débat soit une sortie par le haut et pas sur des petites questions. Mais vraiment sur ce qui fait qu'il y a aujourd'hui un malaise dans ce pays, c'est-à-dire les injustices, les inégalités, la brutalité avec laquelle la politique est menée par ce pouvoir. C'est rebelote demain pour le grand débat, il doit changer la formule ? La question, c'est qu'est-ce que ça donne derrière. Et quand le président de la République a commencé le grand débat en disant je ne remettrai pas en cause l'ISF que j'ai supprimé, ça, je ne le rétablirai pas, je ne bougerai finalement sur pas grand-chose, on verra bien, c'est difficile pour les Français d'y croire. Et c'est difficile pour les jeunes d'y croire. Plus il y a de débat et plus on a l'impression qu'il est ouvert, non ? Je me fais un peu l'avocat du gouvernement, non ? On le voit. Il n'y a pas d'annonce concrète. Les grands débats, c'est comme l'amour, il faut des preuves, il faut des actes. Il n'y a pas d'annonce avant la fin du débat. Soyons logiques. On ne va pas créer des réponses. Mais avant le même débat, ils disent qu'ils ne changeront pas, madame. Exactement, je crois ce que je vois et ce que je vis. Et ce que je vis aujourd'hui, ce sont des propositions, ce sont des gens qui viennent débattre, qui tranchent aussi des hiérarchies, des priorités. Et ça, j'ai envie de dire, il faut le laisser aller au bout. Et c'est comme ça. Vous n'avez pas besoin d'un grand débat et de rond-point pour savoir que les Français sont attachés au service public. Or, votre ministre de la fonction publique a confirmé qu'il y aurait 120 000 postes de fonctionnaires, donc d'agents du service public, qui seraient supprimés. Vous voyez quelque chose qu'on peut suspendre le temps du grand débat. Ce serait bien qu'on suspende ça le temps du grand débat et qu'on demande aux Français, moi j'ai pas de doute sur ce que serait la réponse, s'ils sont ou pas attachés à leur service public. Mais vous savez, les Français, ils sont attachés à leur service public, c'est vrai, mais ils sont aussi attachés à avoir un service public de proximité et un service public qui évolue et qui s'adapte à la réalité. Quand on veut supprimer, quand on veut accuser, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Quand on veut accuser un service public, on dit qu'il n'a pas évolué. Mais j'ai jamais dit ça. Enfin, allez dire à Creil, à toutes ces femmes qui ne pourront plus accoucher, que le service public évolue et se modernise. Vous verrez leur. Et dans le même temps, on a la Cour des comptes. Alors on n'a pas eu le temps de faire le débat. La Cour des comptes qui met la pression sur le gouvernement. Oui, Emmanuel Macron donne des miettes. Le gouvernement dépense trop. Bon, tout ça est assez triste quand même. C'est quand même. Non, là, ce qui est triste, c'est dommage ce que vous dites, c'est que la réalité, c'est qu'on a une dette et que la responsabilité de notre pays, c'est aussi de réduire cette dette et de faire que les transformations de l'État. 4 milliards de cadeaux avec l'ISF, 4 milliards. Ne me parlez pas de la dette, 4 milliards. Je suis plusieurs fois. Non. Aujourd'hui, c'est pas la question de 4 milliards ou pas de 4 milliards. Là, aujourd'hui, vous faites des totems. Là, le besoin, c'est quoi ? C'est comment on relance la croissance ? Comment on fait qu'on ait des emplois ? Comment on réduit la pression fiscale ? Comment on fait pour que notre pays revienne sur un cercle vertueux où on va baisser le chômage ? Mais non, mais il n'y a pas de cercle vertueux, on a l'inverse, on a un cercle vicieux. 11 milliards pour les salaires augmentent. Plus de 11 milliards pour mais faut pas s'exagérer les chiffres. Et c'est pas la c'est la Cour des comptes qui le dit. C'est la Commission des finances. C'est le gouvernement qui a fait le choix, par exemple, d'augmenter la prime d'activité. Nous, on était favorable à une augmentation du SMIC aux patriotes, 300 € sur 5 ans. Là, ça pèse pas sur l'État. Là, ça pèserait pas sur l'État. C'est le gouvernement qui a fait ce choix. Et pourquoi il a fait ce choix de la prime d'activité, par exemple, au lieu de la hausse du SMIC que nous demandions ? Eh bien, parce qu'il y a une recommandation de la Commission européenne qui dit que la France doit pratiquer une politique de modération salariale. Et boum, vous avez encore une conséquence d'une politique européenne. Maintenant, pour les gens qui vont toucher cette prime, c'est une bonne chose. Et de toute façon, c'est de l'argent qui retournera dans l'économie. Donc, il ne faut pas non plus avoir une vision bêtement comptable des choses. Simplement, les choix qui sont faits, c'est pas les gilets jaunes, c'est les choix du gouvernement. Le gouvernement fait autre chose aussi. La prime d'activité, elle permettait réellement à des gens qui avaient des petits salaires de pouvoir consommer immédiatement. C'est une réponse d'urgence qui permet d'augmenter le pouvoir d'achat réel. Une raison toute simple. Et ça touche tout le monde. Nous souhaitons pas une société de smigardisation. Nous souhaitons une augmentation des salaires. Et ça, c'est en créant des emplois et en relançant la modération salariale que vous impose l'Union européenne. Tous les trois, Geoffrey Bollet, directeur de cabinet de Florent Philippot, Sarah Ellering, députée de Loire-Atlantique et porte-parole du Modem, et Benjamin Lucas, secrétaire général de Génération S. Vous restez avec nous, bien entendu. C'est Sonia Mabrouk, les voix de l'info. A tout de suite.